J'étais garde forestier dans la forêt nationale de Columbia depuis plus d'une douzaine d'années. Toute cette forêt était ma maison, chaque arbre, chaque branche qui craquait sous mes pieds. Je le connaissais comme mon propre jardin. Mais quelque chose a commencé à changer. Pas tout d'un coup, mais progressivement. Cela a commencé par de petites disparitions, si insignifiantes que beaucoup de gens les ont simplement considérées comme des accidents. Des milliers des touristes dont on disait qu'ils étaient simplement perdus, distraits par le paysage. Tout cela semblait normal, jusqu'à ce que cela devienne trop fréquent. Un soir, alors que je vérifiais la zone après la fermeture du parc, une alarme retentit sur le talkie-walkie. Un autre groupe de touristes n'était pas rentré à la base à l'heure prévue. Le groupe était composé de 4 personnes, dont 2 voyageurs expérimentés. Ils ont disparu dans la zone des gorges profondes, où se trouvent de vieilles grottes abandonnées. L'explication officielle était qu'ils s'étaient égarés, mais mon intuition me disait le contraire. Lorsque je suis arrivé sur le site de leur dernier emplacement connu, j'ai été envahi par un sentiment étrange. L'air de la gorge était lourd, presque électrique, comme avant un violent orage. J'ai examiné attentivement chaque sentier, en suivant les panneaux et les balises, mais ils avaient disparu sans laisser de traces, comme si le sol les avait tout simplement engloutis. Je commençais à me douter que quelque chose n'allait pas ici. Il ne s'agissait peut-être pas d'un simple accident, ni d'une perte d'orientation normale dans les bois. Quelqu'un ou quelque chose dissimulait délibérément ces traces. Après la disparition du groupe de randonneurs, des événements étranges ont commencé à se produire. Tout d'abord, on avait l'impression que la forêt était devenue différente, comme si quelque chose avait changé dans son essence même. La nature ne semblait plus amicale et prévisible. Les bruits d'oiseaux et d'animaux qui emplissaient l'air avaient disparu, laissant place à un silence oppressant. Les routes et les chemins que je connaissais comme ma poche me paraissaient maintenant plus longs, comme s'ils tournaient en boucle dans le mauvais sens. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la forêt, le temps perdait sa fluidité habituelle. Parfois, j'avais l'impression de marcher depuis des heures. Parfois, j'avais l'impression qu'il ne s'était écoulé que quelques minutes. Je n'étais pas le seul à remarquer ce changement. Mais des collègues se sont également plaints de cette étrangeté. Certains ont déclaré que lors de patrouilles nocturnes, ils avaient entendu des voix discrètes et méconnaissables. D'autres ont vu d'étranges lumières clignoter au loin, comme si quelqu'un se déplaçait avec une lanterne entre les arbres, alors que le parc était fermé aux visiteurs depuis longtemps. Les disparitions se sont multipliées et ne pouvaient de plus être ignorées. En l'espace de 3 mois, une dizaine de personnes ont disparu, ce qui a constitué un signal d'alarme non seulement pour nous, mais aussi pour les autorités. De temps en temps, la police est venue et a tenté d'organiser des opérations de recherche, mais à chaque fois, en vain. Les équipes de secours revenaient des bredouilles et parfois même perdaient leurs hommes. Un soir, alors que le soleil se couchait déjà, j'ai reçu un appel téléphonique d'un vieil ami et collègue, Mike. C'était un garde forestier expérimenté qui avait travaillé avec moi pendant de nombreuses années, et si quelqu'un pouvait ressentir l'étrangeté de la forêt, c'était bien lui. J'ai immédiatement perçu la tension dans la voix de Mike. « Nous devons nous rencontrer », dit-il sans même dire bonjour. « J'ai trouvé quelque chose, c'est urgent. » 1 heure plus tard, nous étions assis dans sa petite maison dans le parc. Sur la table devant lui se trouvait une carte de la forêt, griffonnée d'étranges marques. Mike pointa son doigt sur l'une d'entre elles. Elle se trouvait dans une zone qui avait toujours été considérée comme inaccessible et rarement visitée. C'est ici que les 3 derniers randonneurs ont disparu, commença-t-il en gardant les yeux sur la carte. J'y suis allé plusieurs fois ces dernières semaines, et quelque chose ne va pas. J'ai trouvé des empreintes qui mènent... Il hésite, comme s'il ne savait pas comment expliquer ce qu'il s'apprête à dire.
As-tu déjà eu l'impression que la forêt t'observait? Je l'ai regardé, perplexe. De quoi parles-tu? Demandai-je. Mike continue. Il y a un endroit au fond de la forêt, comme un portail. Non, pas littéralement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une fois que tu as dépassé certaines bornes, tu n'es plus dans la forêt que tu connais. J'ai vu des choses qui ne devraient pas être là, et je suis presque sûr que c'est là que des gens ont disparu. Mike n'était pas du genre à croire aux histoires fantastiques, alors ces paroles m'ont touché au plus profond de moi-même. Nous avons convenu d'y aller le lendemain matin pour vérifier. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil touchaient à peine le sol, nous nous sommes mis en route vers l'endroit que Mike avait indiqué sur la carte. Le voyage fut long et pénible. Nous avons traversé des fourrés denses, sommes descendus dans des gorges et avons grimpé sur des chemins de pierre, presque effacés par le temps. Lorsque nous sommes enfin arrivés au bon endroit, j'ai immédiatement ressenti quelque chose d'étrange. C'était comme si l'atmosphère autour de nous s'était épaissie. L'air était devenu lourd et humide. Il n'y avait ni bruit, ni vent autour de nous, juste un silence oppressant. La forêt semblait morte. Mike m'a fait avancer en me montrant des traces qui, selon lui, menaient à une autre réalité. Nous les suivîmes et nous nous retrouvâmes bientôt devant un rocher avec une petite ouverture que l'on aurait pu confondre avec une grotte. Mais cette grotte avait quelque chose d'étrange. Elle n'avait pas l'air naturelle. Les parois étaient rondes lisses, comme si elles avaient été usinées avec quelque chose de tranchant. Et le sol était plat, comme s'il avait été roulé par des machines. Une lumière étrange émanait des profondeurs, mais la source de cette lumière n'était pas claire. « Sommes-nous sûrs de devoir entrer là-dedans » demandai-je en essayant de cacher mon inquiétude. « Nous n'avons pas d'autre choix » répondit Mike en tenant la torche devant lui. Il faisait frais à l'intérieur, presque froid. Nous marchâmes quelques 2 mètres et bientôt nous aperçûmes quelque chose qui nous figea sur place. Il y avait des dessins sur les murs, des symboles qui ressemblaient à des signes anciens, comme je n'en avais jamais vu. Ils scintillaient à la lumière de la torche de Mike, comme s'ils brillaient d'eux-mêmes dans l'obscurité. Plus nous avancions, plus il se passait des choses étranges. Il y avait une odeur de métal dans l'air, comme une odeur de sang. Nos pas résonnaient d'une manière étrange qui ne correspondait pas au rythme de nos mouvements, comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait derrière nous. Mais lorsque nous nous retournions, nous ne voyions rien. Enfin, une grande salle de pierre s'ouvrit devant nous. Au centre de celle-ci se trouvait une étrange structure, ressemblant à un portail circulaire, entouré de débris métalliques ressemblant à d'anciennes ruines. Mais il ne s'agissait pas des ruines d'un peuple ancien. La structure semblait trop étrangère, trop complexe pour être fabriquée par l'homme. « C'est ça, » murmura Mike, « c'est ce dont je parlais. » Soudain, l'air de la pièce se mit à bourdonner et une lumière brillante apparut devant nous. Le portail s'est mis à pulser, comme s'il prenait vie. Au fur et à mesure que le portail s'animait devant nous, le sentiment d'irréalité de ce qui se passait s'intensifiait. J'ai senti mes paumes se refroidir et la panique m'envahir. L'air vibrait d'un bourdonnement comme si nous étions près d'une énorme source d'énergie. À l'intérieur de cet anneau, fait d'un matériau inconnu, c'était comme si un voile de brouillard était apparu, d'abord blanchâtre, puis se mettant à scintiller lentement de toutes les nuances de bleu et de vert, comme si un océan de lumière était emprisonné à l'intérieur. « C'est ça », dit Mike avec un tremblement dans la voix, ne quittant pas des yeux la structure incandescente. Je savais que nous la trouverions, mais je n'avais pas réalisé qu'elle était si étrange. Je suis resté à côté de lui, ne sachant pas quoi dire. Mon cœur battait la chamade. Je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment en train de se produire. Cette chose ne ressemblait pas seulement à une machine. On aurait dit quelque chose de vivant,
quelque chose qui avait une volonté propre. Et le plus effrayant, c'est que je sentais qu'elle nous observait, comme si la construction elle-même nous analysait. « Nous n'aurions pas dû venir ici, » dis-je enfin. Quoi que ce soit, ce n'était pas pour nous. Mais Mike était hypnotisé. Il s'est approché du portail, manifestement inconscient du danger que cette chose dégageait. « Nous devons découvrir ce que c'est, » dit-il, comme hypnotisé. « C'est notre chance de découvrir ce qui se passe. »« Ce n'est pas pour nous, Mike !» l'arrêtai-je brusquement, sentant que ce portail menait à quelque chose qui nous dépassait. « Il faut partir !» Mais il était trop tard. Au moment où j'ai essayé de faire reculer Mike, le voile à l'intérieur du portail s'est mis à bouger. Au début, ce n'était qu'un tourbillon à peine perceptible, mais bientôt la brume se transforma en quelque chose de plus solide, prenant forme. Au début, les contours étaient bien vagues, puis j'ai commencé à discerner quelque chose d'étrange et d'incroyablement inquiétant. Devant nous, au centre du portail, une créature s'est matérialisée. Elle était énorme, bien plus grande qu'un homme, avec des membres allongés et un corps couvert d'écailles. Ses yeux brillaient d'une lueur ambrée, comme ceux des prédateurs sauvages, et sa bouche était ouverte dans un rictus vicieux, révélant des rangées de dents acérées comme des lames de rasoir. Sur la tête de la créature se trouvait une sorte de couronne faite d'os et de métal, lui donnant l'apparence d'une créature régnant sur un autre monde. Mike recula, mais il était trop tard. La créature du portail fit un pas en avant, et l'espace autour d'elle trembla, comme si les frontières entre les mondes commençaient à se fissurer. Je sentis mes jambes se raidir de terreur, mais mon instinct intérieur me disait de courir. J'attrapai la main de Mike et le ramenai vers la sortie de la grotte. « Cours !» criai-je, réalisant qu'il n'y avait pas d'autre issue. Mais le chemin du retour fut plus long que je ne l'avais imaginé. Il semblait que les parois de la grotte avaient changé, qu'elles étaient devenues plus étroites, presque closes, et que chaque pas que nous faisions était difficile. Les murs ont commencé à bouger et à rétrécir autour de nous. Un son étrange résonnait dans l'air, comme si quelqu'un d'invisible nous suivait. Mike sursauta de peur. Son visage était pâle et ses yeux s'écarquillaient de terreur. Nous avons tous les deux réalisé que ce que nous voyions était inexplicable. Mais le pire, c'était de réaliser que quelque chose de bien plus sinistre nous suivait. Lorsque nous sommes enfin sortis à l'air libre, il faisait déjà nuit. La forêt qui nous entourait semblait encore plus sombre et menaçante. Les étoiles étaient à peine visibles dans les nuages épais, et le vent soufflait avec une force étrange, comme s'il nous avertissait de ce qui allait arriver. « Il faut faire passer le message », dit Mike, la voix faible. « Les gens doivent savoir ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas d'une simple disparition. Nous sommes de face à quelque chose d'ancien. J'ai acquiescé, même si je savais au fond de moi que personne ne nous croirait. Mais nous n'avions pas le choix. Nous devions informer les autorités. Sinon, ce qui sortait du portail pouvait provoquer bien plus d'horreur que nous ne pouvions l'imaginer. Le lendemain, nous avons contacté les autorités et fait part de notre découverte. Mais la réponse n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Au lieu de nous écouter et d'organiser une enquête immédiate, notre témoignage a été accueilli avec une froide incrédulité. « Qu'avez-vous à dire ?» demande le fonctionnaire sur un ton moqueur. « Un portail vers un autre monde ? Une créature qui l'aurait traversé ?»« Nous ne plaisantons pas, » répliqua Mike. « Ce n'est pas une fantaisie. Vous devez envoyer des spécialistes ici. C'est trop dangereux. » Mais le fonctionnaire n'est pas d'humeur à discuter. Il nous a suggéré de nous reposer, pensant probablement que nous étions épuisés par le travail et que nous avions besoin de soins médicaux. Quelques heures après notre arrivée pour enquêter, des personnes que nous n'avions jamais vues sans auparavant sont arrivées dans le parc. Ils étaient vêtus de costumes noirs et portaient tous des lunettes de soleil, bien que le soleil se soit couché depuis longtemps.
Nous les avons observés de loin alors qu'ils commençaient à boucler la zone autour de la grotte, comme s'il s'agissait d'une zone de catastrophe chimique. Personne n'a expliqué ce qu'ils faisaient, mais j'ai eu l'intuition qu'il ne s'agissait pas de policiers ou de secouristes ordinaires. Ces hommes travaillaient pour quelqu'un qui connaissait le portail et savait depuis longtemps ce qui se cachait dans la forêt. Lorsque j'ai tenté de m'approcher de l'un d'entre eux pour savoir ce qui se passait, j'ai été brusquement arrêté. « Il n'y a plus rien à faire ici », dit l'un d'eux avec un calme glacial. « Retournez dans votre partie du parc et n'intervenez pas. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose dehors. » Ai-je tenté d'expliquer, mais l'homme m'a seulement regardé comme si j'étais un enfant qui ne se rendait pas compte de ce dans quoi il s'était embarqué. « Tout est sous contrôle », fut sa seule réponse. Mike est furieux. « Nous devons faire quelque chose », a-t-il dit plus tard lorsque nous sommes rentrés au camp. Ils essayaient de faire taire tout cela, mais que pouvions-nous faire? Nous savions que nous étions confrontés à quelque chose qui dépassait la réalité normale. Ces gens savaient dans ce qu'ils faisaient, et, pire encore, ils avaient comme compris que le portail était connu et utilisé depuis longtemps. Mike n'arrivait pas à se calmer. Il ne cessait de répéter qu'il cachait la vérité et que cela pouvait coûter la vie à beaucoup d'autres personnes. Il a décidé de retourner à la grotte la nuit pour essayer d'obtenir des preuves. J'ai essayé de l'en dissuader, conscient que cela pouvait être dangereux, mais Mike était inflexible. « Si nous ne faisons rien maintenant, » dit-il, « il sera peut-être trop tard plus tard. Ce n'est pas seulement un portail, c'est quelque chose de plus grand, et ils essaient d'en être de le contrôler. » Ce soir-là, alors que la nuit avait déjà recouvert la forêt d'une couverture noire, Mike retourna à la grotte. Je suis resté au camp, mais je n'arrivais pas à me calmer. J'avais un mauvais pressentiment. Les heures passaient, mais Mike ne revenait pas. Le téléphone ne répondait pas. Mon cœur battait la chamade, j'avais peur pour mon ami. Au matin, je n'en pouvais plus, et je suis parti à sa recherche. Quand je suis arrivé à l'endroit où se trouvait la grotte, j'ai vu que toute la zone était entourée de clôtures métalliques et gardée par les mêmes étranges hommes en costume noir. J'ai compris que Mike avait des ennuis ou qu'il s'était passé quelque chose. Je devais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte, et si je devais traverser ce fichu portail, je serais prêt. Je m'arrêtai à la clôture, n'osant pas m'approcher plus près. Mes yeux suivaient chaque mouvement des hommes en costume noir qui gardaient sous la grotte. Mike avait disparu. Son téléphone était resté éteint, et la communication avec lui avait été coupée après qu'il se soit rendu sur place pendant la nuit. Mais les pensées oscillent entre la panique et la détermination. D'un côté, tout en moi me criait que je devais abandonner cette affaire et partir, mais je ne pouvais pas me permettre de laisser Mike derrière moi. C'était mon ami, et maintenant il était peut-être en danger de mort. Je devais faire quelque chose. Je me suis rendu compte qu'il serait suicidaire de se faufiler dans la grotte pendant la journée. Les gardes savaient manifestement ce qu'ils gardaient, et il était peu probable qu'ils me laissent passer comme ça. Mais je voyais que leur nombre diminuait la nuit. C'était peut-être la raison pour laquelle Mike avait choisi la nuit pour sa randonnée. J'ai décidé de continuer la nuit, tout comme lui. De retour au camp, je préparais tout ce dont j'avais besoin. J'avais la tête pleine de pensées sur ce qui aurait pu se passer. Le portail que nous avions vu n'était manifestement pas un phénomène naturel, ordinaire. Les autorités cachaient la vérité, probablement depuis des années. Les gens disparaissaient dans ces bois pour une raison précise, et je savais maintenant pourquoi. Mais pourquoi voulaient-ils à tout prix étouffer l'affaire? Qu'est-ce qui était si important que cela nécessitait tant de secrets? J'ai passé toute la journée dans une contemplation nerveuse, attendant la tombée de la nuit. L'obscurité enveloppa la forêt d'un épais manteau, et lorsqu'il fut à saison tard, je me mis en route vers la grotte. J'avançais lentement et prudemment, essayant de ne pas attirer l'attention. Il y avait beaucoup moins de gardes,
comme je l'avais prévu. Mais ils représentaient tout de même une menace. Leur poste était yamdon répartis le long de la clôture, et je remarquais que l'un d'entre eux quittait sa place de temps en temps pour patrouiller dans la zone. Une fois proche de la clôture, j'ai attendu un moment que la patrouille s'éloigne de mon emplacement. J'ai rapidement escaladé la clôture, en essayant de ne pas faire de bruit. La grotte était devant moi, mais son entrée était maintenant fermée par d'énormes portes d'acier. Je ne comprenais pas comment ils avaient pu les installer en quelques heures, mais cela prouvait une chose. Le portail était si important pour eux qu'ils étaient prêts à dépenser n'importe quelle ressource pour le cacher. Mais je connaissais la forêt mieux que ces gens. Non loin de la grotte, un sentier secondaire menait à une entrée moins connue. On l'utilisait autrefois pour éviter les éboulements. Si je pouvais me faufiler par là, j'aurais peut-être une chance d'entrer sans être vu par les gardes. J'avançais sur le sentier, sentant le vent froid me glacer jusqu'aux os. La forêt semblait encore plus sombre la nuit, et le silence semblait crier que quelque chose n'allait pas ici. Lorsque j'atteignis l'entrée de la vieille grotte, je sentis une étrange tension dans l'air. La porte n'était pas fermée à clé. Elle avait probablement été oubliée. J'ouvris prudemment la porte et entrai. La grotte était plongée dans l'obscurité la plus totale, mais ma lampe permettait de distinguer des débris et de vieilles structures en bois, preuve que l'endroit avait été utilisé par le passé. Plus j'avançais, plus je sentais la présence de quelqu'un d'autre. Chacun de mes pas résonnait dans les murs et chaque son semblait être quelque chose de sinistre. Bientôt, je me suis retrouvé dans un endroit où l'espace de la grotte s'élargissait et où je pouvais voir des traces de machines lourdes et d'outils laissés sur place. C'est là que le gouvernement avait commencé ses fouilles. Apparemment, ils essayaient de trouver quelque chose ici, peut-être des structures cachées depuis longtemps ou des artefacts anciens. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. Au centre de cette grande salle se trouvait la structure que Mike et moi avions vue ce jour-là. Elle brillait d'une lumière douce, presque apaisante, comme auparavant. Mais cette fois-ci, une étrange vibration s'en dégageait. J'ai senti que quelque chose m'attirait vers elle, comme si un portail m'appelait. Je me suis approché et j'ai soudain entendu un léger son. Il était à peine audible, mais il provenait clairement des profondeurs de la grotte. Mon cœur se serra. Était-ce Mike? Je me précipitai, mais lorsque je fus devant le portail, je me rendis compte que le son ne venait pas de ce monde. Il venait d'au-delà du voile de lumière, d'au-delà de la réalité. Alors que je me tenais là, retenant ma respiration, la lumière du portail a commencé à s'intensifier. J'ai senti l'espace autour de moi se déformer. Une peur instinctive s'est emparée de moi. Si je franchissais cette ligne, je risquais de ne jamais revenir. Soudain, sorti de nulle part, j'ai entendu un cri. Mike. J'étais sûr que c'était sa voix. Je me suis approché, n'osant pas en croire mes oreilles. Mon ami était là, quelque part, dans un autre monde. Une idée me traversa l'esprit. Et si je le suivais? Mais le risque était trop grand. J'ai fait un pas en arrière, réalisant qu'un mauvais choix pouvait s'avérer fatal. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas partir comme ça, en laissant Mike là où il était. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Je devais le retrouver, quoi qu'il en coûte. J'ai fait un pas en avant et j'ai tendu la main vers le voile lumineux. La panique s'est emparée de moi, mais je me suis forcé à bouger. Lorsque ma main toucha la lumière, je sentis tout mon corps se déformer, comme si le monde autour de moi disparaissait. J'ai fait un pas de plus et tout était devenu noir autour de moi. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais entouré d'un silence et d'une obscurité que je n'avais jamais connue. Le monde que je connaissais avait disparu. Je me tenais à la limite de la réalité et de l'inconnu, là où ni la lumière ni l'obscurité n'avaient l'âme de signification familière. L'air semblait immobile et mes pas ne produisaient aucun son, comme si j'étais dans le vide. J'ai regardé autour de moi
essayant de comprendre où je me trouvais. L'endroit était irréel, comme si je me trouvais sur un autre plan d'existence où les lois de la physique ne s'appliquaient plus. Au loin, à la limite de ma vision, j'ai remarqué des ombres étranges qui ne semblaient sans doute pas appartenir à ce monde. Quelque chose était présent ici, et j'étais loin d'être seul. Mais les pensées de Mike ne me quittaient maintes pas, me faisant avancer. Je marchais au feeling, suivant les impulsions à peine perceptibles qui semblaient guider mon chemin. Chaque pas résonnait dans ma tête, ajoutant au sentiment de malaise grandissant. L'espace autour de moi semblait changer à chaque instant, comme si la dimension elle-même était vivante et réagissait à ma présence. Soudain, comme un murmure puissant brisant le silence, j'entendis sa voix. Mike, il était là, quelque part, tout près. Je me précipitai vers l'avant, espérant retrouver mon ami, mais au lieu de cela, je tombais sur quelque chose de complètement étranger. Des silhouettes apparurent devant moi, de grandes créatures anormalement allongées, dont le corps semblait fait d'ombre et dont les yeux brûlaient d'une lumière verdâtre. Elles restaient immobiles, comme si elles m'attendaient. Une tension flottait dans l'air, comme si ces créatures m'étudiaient, évaluaient dans mes moindres faits et gestes. L'un d'eux parla, mais sa bouche resta fermée. J'entendis ces mots dans ma tête. « Tu n'aurais pas dû venir ici. Ta présence perturbe l'équilibre. » Je ne savais pas quoi répondre. La peur m'a envahi, mais j'ai trouvé la force de demander des nouvelles de Mike. J'ai dit que j'étais venu chercher mon ami, qu'il avait disparu dans cet endroit. Mais la créature se contenta de rire doucement et le son me déchira de l'intérieur. « Votre ami a franchi une frontière sans retour, » dit la créature. « Il fait maintenant partie de notre monde. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Comment cela pouvait-il être vrai? Je refusais de croire que Mike était parti, mais les ombres commençaient à se rapprocher, à m'entourer, et je me rendis compte que la situation était devenue bien plus dangereuse que je n'aurais pu l'imaginer. Il fallait que je trouve une issue. Je me suis retourné, mais le portail avait disparu. Le désespoir m'envahit par vagues, mais je me rendis compte que ma seule chance de survie était de me battre. Mais comment pouvais-je combattre des créatures qui violaient de la nature même de notre monde? C'est alors que j'ai vu Mike. Sa silhouette apparaissait au loin, mais ses mouvements avaient donné quelque chose d'anormal. Il marchait lentement, comme s'il était contrôlé. Son visage était vide, comme si son âme avait disparu. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. « Ce n'est pas le Mike que tu as connu, » me dit la voix. « Il est à nous maintenant. » Ces mots m'ont finalement brisé. Les créatures se rapprochèrent encore plus, et je sentis quelque chose de froid se resserrer autour de ma poitrine, comme si des mains invisibles commençaient à m'arracher mes forces. Elles voulaient me faire ce qu'elles avaient fait à Mike, me transformer en l'une d'entre elles. Mais je ne pouvais pas céder. Dans un dernier élan désespéré, je me jetai en avant, espérant trouver une issue. Soudain, l'espace autour de moi se mit à changer à nouveau. Des flashs de lumière comme des éclairs défilèrent devant mes yeux, et je sentis la réalité autour de moi se briser. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'instant d'après, je me suis retrouvé dans la forêt. Allongé sur le sol, j'ai regardé autour de moi. La grotte était derrière moi. Le portail ne brillait plus. J'avais l'impression d'être de retour dans notre monde, mais Mike n'était plus là. La forêt était calme et déserte, comme si rien ne s'était passé. Je me levai, réalisant que j'avais perdu mon ami pour toujours. Ces créatures que j'avais vues, ces forces qui rôdent au-delà des frontières de notre monde, étaient bien réelles. Et elles étaient toujours là, dans une autre réalité, prêtes à s'en prendre à quiconque oserait franchir cette ligne. Je savais que je devais m'éloigner le plus possible de cet endroit. Mais une chose était sûre, la vérité sur ce qui se cachait dans ces bois ne devait jamais être révélée.
Sinon, des disparitions similaires se produiraient encore, et aucun être humain ne pourrait échapper à ce terrible destin.